question que Leibniz se posait en inventant une discipline qu'il a proposé d'appeler l'analysis situs, qui consiste pour Leibniz à se poser la question: est-ce que la connaissance intrinsèque, enfin, lui il n'avait pas le mot intrinsèque, est-ce que la structure interne d'un objet, le fait de connaître cette structure interne, est-ce que ça permet de connaître, de déduire, à partir de cette connaissance, toutes les situations dans lesquelles on peut rencontrer l'objet. C'est-à-dire reconnaître l'objet dans diverses situations. Donc, vous voyez que les nœuds mathématiques, ce sont des ronds. Ce sont des déformations topologiques du cercle trigonométrique, par exemple. Le cercle trigonométrique, c'est métrique, mais les déformations continues, c'est pas métrique. Bien que ça soit passé dans l'histoire de la géométrie, on passe des cercles coniques facilement. Et donc les ellipses, c'est déjà des cercles déformés de manière continue. Vous voyez les ellipses des planètes, les trajectoires des planètes, c'est des ellipses. Donc Kepler va établir que les trajectoires des planètes sont des ellipses. Mais on connaît les coniques depuis les Grecs comme section du cône par un plan. En faisant bouger le plan, on déforme la section. Et les cercles sont des sections d'un plan perpendiculaire à l'axe du cône, alors que les autres coniques sont obtenus par section du cône si on penche le plan, si on fait un peu tourner. Mais ça, c'est encore métrique, vous voyez, mais c'est déjà l'idée d'une déformation continue, même en géométrie grecque. Alors l'époque classique, à partir de Descartes, va définir les coniques grâce à leur équation. On passe de la géométrie euclidienne, de la géométrie grecque, à la géométrie classique et cartésienne. C'est-à-dire que les coniques sont les équations de deux variables, x et y, mais de degré 2. Et vous avez un cas bien connu de vos études secondaires, peut-être, c'est les paraboles, par exemple, qui ont eu comme équation un polynôme du second degré. Donc c'est y égale à x2 plus bx plus c. Et comme équation de courbe, on met tout ça dans le même membre et on fait égal 0. Ça, c'est les coniques classiques. Et Leibniz, il connaît ça. Mais la topologie n'existe pas. La topologie va venir justement de ces déformations et surtout des travaux de Desargues plus que de Descartes. La géométrie projective qui rend compte de la perspective linéaire de la peinture de la Renaissance. Et puis Leibniz avec l'analysis situs. La géométrie projective, elle va se développer avec des gens comme Monge, qui est un Français de Bourgogne. Si vous allez à Beaune, en Bourgogne, vous verrez qu'il y a la statue de Monge, puisqu'il vient de là. Et à Paris, on a la rue Monge. Bon. Enfin, tout ça pour vous dire que le nœud topologique, il va être fait avec une courbe comme ça, qui se déforme plus que le cercle et l'ellipse, mais qui est un cercle déformé et qui n'est pas rigide, parce qu'avec des anneaux rigides, comme le souligne René Guittard, on peut pas, avec des anneaux en métal, on ne peut pas faire une chaîne borroméenne, parce que c'est trop rigide. Il faut dire que Guittard, il est intéressé aussi par l'écrit de Venn sur les diagrammes de l'ère Venn, où Venn se pose la question de savoir combien on peut mettre de courbes fermées dans le plan pour obtenir toutes les zones d'intersection entre ces différentes courbes. Et il arrive à démontrer qu'on peut pas dépasser 6
que la sixième, quand on a six cercles, il faut prendre plutôt 6 ellipses, les mettre sur le plan, donc ne pas les déformer plus, ça veut dire qu'elles sont analytiquement classiques, elles ne sont pas topologiques. Et puis on arrive à avoir toutes les zones d'intersection, mais la dernière, elle est un tout petit morceau comme ça. Bon. Ben justement, nous, en topologie, ça ne nous occupe pas du tout. Donc on ne s'occupe pas des ronds, des ellipses, de la géométrie analytique. On va appeler ça des ronds de ficelle. L'intérêt de parler de ronds de ficelle, c'est qu'on ne précise pas trop quelle est la déformation, mais on sait que c'est une déformation continue. On fait un rond avec de la ficelle à la corde, on fait une épissure, on a un rond de ficelle et on peut le déformer autant qu'on veut. Et donc voilà les nœuds topologiques qui sont connus. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans le nœud topologique? C'est justement que la connaissance du rond de ficelle, la connaissance du cercle, des ellipses, ou même des déformations topologiques et continues des cercles, ben, on connaît ça très bien maintenant, mais c'est pas pour autant qu'on a une théorie des nœuds. Donc ça contredit, ça répond d'une manière négative à la question de Leibniz. Est-ce que le fait de connaître la structure interne d'un objet permet de connaître toutes les situations de cet objet plongé dans un espace de plus grande dimension? Et voilà les nœuds topologiques. Et on voit bien qu'il n'y a pas de théorie des nœuds. Les mathématiciens, encore aujourd'hui, s'acharnent à associer à chaque nœud et à chaque chaîne un polynôme pour essayer de ramener ça au nombre, hein, puisque les nombres, c'est des développements de l'écriture par position le système d'écriture des nombres par position, ça donne des polynômes. Donc on cherche à associer aux nœuds des nombres et même des polynômes, depuis Alexander jusqu'à Kaufmann, jusqu'à Onfly, enfin, dans les années 80. Ça, c'est des choses que Lacan n'a pas connues, le polynôme Onfly, le polynôme de Kaufmann. Bon, je parle de ça dans l'annexe de nœuds, du livre de nœuds. Mais justement, ma position vis-à-vis des nœuds, c'est pas du tout le fait de les ramener à des nombres et des choses connues. Il y a cette espèce d'hégémonie dans la langue, c'est une hégémonie alphabétique, et dans les mathématiques, c'est une hégémonie numérique, donc métrique. Et la topologie est considérée, et même quand on fait des programmes d'études des espaces topologiques, vous pouvez lire dans certains instituts qu'on étudie la topologie des espaces normés, par exemple, des espaces de Hilbert normés. C'est pas la peine de parler de topologie. S'ils sont normés, ils ont une mesure, ils sont pas spécialement topologiques. Et il y a même un professeur éminent qui a dit que la topologie en géométrie, en variété, en géométrie algébrique, ça ne servait à rien. Bah, oui, justement, c'est pour ça que ça nous intéresse, parce que c'est justement quelque chose qui sort des considérations numériques et métriques. La topologie s'intéresse qu'aux relations d'ordre, et ça rend les objets et cette topologie difficile à lire, mais c'est pas parce qu'elle est difficile à lire qu'elle nous intéresse, mais c'est parce qu'elle sort de ces soi-disant facilités qui sont finalement des a priori tout à fait idéologiques. Moi, je tiens que l'écriture par position des nombres, qui est effectivement parfaite, au sens où chaque nombre a une seule forme, a une seule écriture, une seule expression, et il n'y a pas de double, et il n'y a pas d'omission non plus. On peut construire tous les ordinaux, à partir des axiomes de Peano. Vous avez l'axiomatisation des nombres entiers, et vous pouvez écrire tous les nombres entiers en les écrivant grâce à un système numérique d'écriture, un système qu'on appelle de numération, qui est excellent dans le sens où il produit tous les ordinaux d'une manière absolument parallèle. C'est un duplicat dans l'écriture de tout ce qu'on peut dire des nombres à partir du moment où on a appris à compter. Mais il y a les nombres cardinaux avant. Et les
enfants, ils apprennent d'abord les cardinaux, ils étudient dans leur découverte, dans leur réinvention de la langue, ils découvrent d'abord les cardinaux, et il faut qu'ils apprennent à compter pour découvrir les ordinaux. Alors que les mathématiques, elles produisent, en théorie des ensembles, par exemple, on produit d'abord les ordinaux, les ensembles ordinaux finis ou infinis de Cantor. C'est constructible, c'est une construction des ensembles ordinaux, c'est une construction qui correspond aux axiomes de Peano. Il y a un élément de départ, et puis ensuite il y a un élément successeur, il y a une fonction successeur, et on peut fabriquer tous les nombres entiers, d'abord positifs. Bon. Mais là, on est dans l'écriture, justement, on est dans une écriture spéciale, là aussi. Alors moi, je tiens que l'alphabet, l'idéologie alphabétique, je parle d'une idéologie, Derrida dans la normatologie, il parle d'un logocentrisme occidental. C'est lié à cette écriture alphabétique de la langue. Vous voyez que toutes les langues ne s'écrivent pas avec les alphabets. Alors, ce qui est bien connu, c'est le chinois, mais c'est aussi le japonais qui emprunte ses caractères, ses lettres au chinois. Ce ne sont pas des caractères, ce sont des lettres, mais ce ne sont pas des lettres d'un alphabet. Et puis vous avez les hiéroglyphes, le Champollion, que Champollion va apprendre à lire, il va réinventer la lecture, puisqu'il n'a pas le signifiant, il ne sait pas comment parler. Et il arrive quand même à lire grâce à 3 versions du même texte. Donc là, on est à l'orée de la psychanalyse, on est avec Champollion, comment lire un rêve qui n'est pas écrit d'une manière alphabétique. C'est même à mon avis pourquoi on n'étudie plus beaucoup les rêves, on n'en parle pas beaucoup. Ce qui est formidablement inquiétant, parce que je pense que dans n'importe quel institut ou école, ou groupe, ou société, association professionnelle, il devrait y avoir un enseignement de Champollion, de l'histoire de comment Champollion est arrivé à décrypter la pierre de Rosette. Parce que les rêves, c'est aussi compliqué. Et Freud nous invite à rentrer dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est lire, justement? Lire, c'est pas déchiffrer. Et lire, c'est même pas. Lire, c'est lire une écriture. Et l'écriture n'est pas un duplicat de la langue parlée. Mais il semblerait que pour inventer une écriture, un peuple qui parle une langue doit savoir lire avant d'inventer l'écriture. Ça, c'est une idée de Leroi-Gourhan, qu'il dit dans Le geste et la parole. Il dit on ne peut pas imaginer un peuple qui invente une écriture sans commencer par savoir déjà lire. Ça nous rappelle nos jeux de gamins quand nous jouions aux cow-boys et aux Indiens. Les Indiens étaient des très bons guides pour l'armée américaine dans les westerns parce qu'ils savaient lire le territoire. C'est pas complètement idiot. Qu'est-ce que c'est que lire? C'est une question que la psychanalyse ne prétend pas répondre à ça. Elle ne prétend pas savoir. La psychanalyse, c'est pas un savoir, c'est même pas une vérité, c'est une pratique. Et c'est une pratique qui commence par la lecture, par une pratique de la lecture. Donc c'est pour ça que la psychanalyse se dégrade en psychothérapie, en management, en marketing, en tout ce qu'on veut, mais que c'est un scandale, parce que la psychanalyse n'est pas du tout faite pour convenir aux techniques industrielles et commerciales. Elle est faite pour, disons, qu'on s'instruise, qu'on s'interroge et qu'on découvre des choses qui sont justement négligées à notre époque. En particulier, cette différence entre la parole et l'écrit. Rétroactivement, c'est pas la peine d'avoir une troisième oreille pour écouter. L'écoute, la fameuse écoute analytique, c'est complètement idiot. Il s'agit déjà de savoir qu'est-ce que c'est que lire, et que même quand on entend la langue parlée, on introduit comme locuteur. On ne peut pas écouter un discours parlé sans introduire une découpe séquentielle, ce que Freud appelle Verneinungszechen, dès les études sur l'aphasie. Et là, quand on parle beaucoup, puisque ça semble là, à cet endroit-là qui met le point de la difficulté de la psychose pour le psychotique.
La Verneinungszechen, le jugement primaire qui n'a pas lieu, il ne sait pas comment s'y prendre pour découper. Et passer d'un flux continu de son à une découpe, c'est-à-dire introduire une lecture, bon, d'abord c'est un acte aussi, et puis c'est justement l'enjeu de la topologie, puisqu'elle s'intéresse à ce qui est discret et continu, à cette opposition entre discret et continu. Alors je vous donne un seul exemple pour vous montrer l'ampleur du problème, c'est que vous avez par exemple la musique. Vous voyez que tant qu'on chante, on est dans la parole. Tant qu'on danse, on est dans la parole. Tant qu'on se costume, qu'on se maquille, on est dans la parole. On est dans le symbolique, dans la langue, mais ça ressemble à du mimétisme animal. C'est encore très proche de la nature, mais c'est quand même la différence cruciale, c'est entre parler sans langue, sans que le sujet soit ensuite induit à lire et à écrire. Ça, c'est le mimétisme animal. Donc les animaux parlent, nous dit Lacan, mais ils ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Et le Dieu de la nature non plus. Lacan dit que là-dessus, Aristote se trompe. Vous voyez, comme on est aujourd'hui encore aristotélicien en matière de politique, ça donne une catastrophe qu'on connaît actuellement qui peut prendre la vigueur. C'est-à-dire que de croire que le Dieu de la nature, les animaux, savent lire, pourraient lire et écrire. Lacan, il dit ça dans la dernière leçon du séminaire d'identification. Et il dit que ce qui nous a sauvé de ça, ce qui nous a guéri de ça, c'est l'affaire Jung. Et quand il dit nous, je ne sais pas si c'est pas seulement lui, parce que je ne sais pas si les autres se sont aperçus. Mais il fait tout le temps une plaisanterie à propos de ça, Lacan, dans son séminaire. C'est même dans la postface du séminaire, du premier séminaire publié au Seuil, là, de 1964, les fondements de la psychanalyse. Lacan, il fait toujours cette plaisanterie de dire « Mais vous croyez vraiment que les hirondelles, elles savent lire l'augure du printemps ?» Parce qu'on dit que quand les hirondelles volent bas, il va pleuvoir. Donc c'est ce genre ça, c'est le type d'enseignement de Lacan. Comme les mecs qui font de la psychanalyse sont d'une tristesse incarnante, ils ne peuvent même pas s'amuser avec Lacan, de se poser la question si les hirondelles savent lire ou pas. Mais alors quand j'ai répété ce que j'avais lu dans Lacan, les animaux parlent, les gens qui ont dit mais non, mais c'est pas possible. Il y a plusieurs, ici bien à Paris qu'à Buenos Aires, ou en Espagne, en Belgique. On m'a dit mais non, mais la parole c'est le symbolique. Oui, mais avec la langue. C'est l'énonciation dans la langue. Et l'énonciation, justement, c'est un fait de parole, mais ça ressemble à une posture mimétique animale, mais c'est une posture qui est dans la langue. Et les enfants sont traumatisés par le malentendu des parents. Les parents, justement, ils s'intéressent plus à ce qu'ils disent qu'au fait de dire. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Lacan, dans sa dernière leçon de séminaire à Paris, va nous expliquer que la droite infinie, le trou réel, le trauma, qu'il appelle l'ADI. D'ailleurs, c'est un dieu, justement, qui est proche du latin, mais qui est aussi féminisé, l'ADI. Et il nous dit que ça, c'est l'effet du malentendu des parents. Les enfants sont traumatisés, sauf les autistes, qui, eux, ne rentrent pas dans ce traumatisme, et alors ils se protègent d'un côté, seulement de côté, ils vont présenter un retard organique certain, avec les mois et les années. Donc la parole, il y a quelque chose. Il y avait cette espèce d'escroc là, de Cérulnik qui avait fait un livre qui s'appelait La parole comme molécule. Je ne sais pas si vous aviez vu ça à l'époque, c'était publié en livre de poche au Point. Je dis un escroc parce qu'ensuite il a réessayé, parce que là ça n'a pas pris avec la presse, alors ensuite il a fait la résilience. Là, vachement bien. C'est un mec, il veut détruire la psychanalyse en disant bon, que c'est des affaires résilience, les animaux qui parlent, c'est la nature. Or, la psychanalyse, elle s'occupe de cette nécessité pour le corps, pour le sujet débile et prématuré que nous sommes, de recourir au symbolique. Je l'appelle symbolique pour ne pas dire le langage, parce que c'est plus compliqué. On a tendance ensuite à parler des langages. Je pense que c'est le symbolique. Et dans le symbolique, il y a la parole. Et du fait du symbolique, il y a des peuples qui inventent une écriture. Et il y a quelque chose entre les deux qui se produit, qui s'appelle la lecture, la lisibilité. Et moi, je tiens que la lisibilité, elle apparaît avec le deuxième
composants du narcissisme, après le trauma, qui est le premier composant. Le narcissisme comme moment d'un couple, qui serait le trauma, c'est-à-dire le fait d'être traumatisé, c'est une déception devant le malentendu des parents qui sont absolument pas politiques, comme d'ailleurs on ne l'est pas plus aujourd'hui, hein, puisqu'on tolère des discours comme celui de Sarkozy ou de Le Pen. Donc le fait de dire est négligé, on ne sait même pas bien lire ce qu'ils racontent. Ceux qui utilisent la démagogie pour imposer des choses qui sont défavorables, qui vont avoir des effets, parce qu'il y a toujours des effets de la parole. Là, quand on dit c'est imprévisible, les effets de la parole. Donc c'est une responsabilité de parler, parce qu'on ne peut pas, c'est un risque en même temps. Celui qui parle pour un risque, on ne peut pas prévoir qu'est-ce que ça va faire. C'est imprévisible. Mais tout de même, quand on entend des propos, on peut se rendre compte qu'il y a des propos qui... je pense que le terme politique le plus important, c'est celui de la faveur. Les paroles dites, la parole peut favoriser ou défavoriser telle ou telle chose. Et la démagogie politique qui donne les signes avant-coureurs de ce qu'on a connu dans les années 30 et ce qu'on voit actuellement, c'est lié au fait qu'il y a des mauvaises paroles qui favorisent que certains ensuite se croient permis de pouvoir dire des conneries ou des horreurs, parce qu'il y a des petits chefs qui ont dit des trucs. Donc voilà, pour la parole, la psychanalyse, c'est quelque chose, c'est une tâche de civilisation, comme le dit Freud, aussi importante que l'assèchement du Zuiderzee. C'est pour ça que je suis toujours très content de parler un peu de monde, parce que c'est pas la peine d'aller crier dans les rues. De toute façon, on va s'en apercevoir, mais enfin, jusqu'à maintenant, tous ceux qui s'occupent de psychanalyse veulent absolument détruire ça sous l'aspect de transformer la psychanalyse en psychothérapie, en psychiatrie, je sais pas moi, ils rêvent que la parole guérisse le cancer, je sais pas, ou l'Alzheimer. Bon, enfin, toujours est-il que la psychanalyse, elle se présente comme quelque chose qui enseigne que lire, c'est pas simple pour le sujet. Que l'autiste est scandalisé par le malentendu des parents lors du trauma, alors que ce trauma est bénéfique pour ceux qui rentrent dans le symbolique comme ça, qui supportent ce trou réel qu'on ne peut pas penser puisqu'on est dedans, il nous constitue. Et puis le deuxième composant qui s'appelle l'incorporation. Lacan, lui, parle de... Donc, le trauma, il en parle dans la troisième, c'est la droite infinie. Et dans de l'incorporation, et puis du trauma, il donne la définition précise du trauma dans la dernière leçon de séminaire à Paris en 80, en début juillet 80. Les dernières paroles qu'il tient à Paris, il est avant d'aller au vote de la dissolution de l'école, où il ne va pas parler. Et les crétins pensent qu'il est devenu Alzheimer parce qu'il ne parle pas. Non, il avait gardé à Paris les derniers mots pour son séminaire, dernière leçon qu'a eu à l'Institut de géographie rue Saint-Jacques, parce qu'il y avait des examens au Panthéon. Et après, il ne parle plus à Paris. Donc il va sur la scène à un moment donné, puis il regarde le public dans les yeux, il regarde le regard avec lequel il a parlé pendant 27 ans, pour la dernière fois. Et tout de suite, vous avez les Sherman qui disent qu'il est devenu aphasique, les autres, c'est psychotique, la famille qui pense qu'il faut qu'il prenne plein de médicaments. Moi, j'ai vu ça à Vitrancourt, c'est insensé. Tout le monde veut le soigner. C'est très embêtant d'avoir un personnage comme aussi important, enfin aussi encombrant que le docteur Lacan chez soi. Bon, ça aboutit quand même à toutes ces choses qu'on raconte sur la fin de Lacan, le dernier Lacan, etc. Et sur ceux comme Souris et moi qui avons déjà vécu jusque-là. Alors, donc, nous avons deux composants du narcissisme. Et les nœuds, ça commence avec le narcissisme. Pourquoi? Cette notion de nœud, de structure intrinsèque et de structure extrinsèque qui sont différentes, et qu'on a beaucoup de mal à composer. Hein, vous voyez, le narcissisme, c'est la même chose que
grâce au stade du miroir, on peut bien voir qu'il s'agit d'une image narcissique et puis d'un corps naïf, comme dit Lacan. Et coordonner ces deux positions, on est intrinsèque à son corps et on se voit comme si on était dans un autre lieu et d'une manière extrinsèque. Et ces deux points de vue, il faut les coordonner. C'est la difficulté du narcissisme. C'est la difficulté de ce qu'on va appeler la différence, la grande différence, parce que c'est la différence du phonème. C'est la différence qu'il y a déjà dans la langue, dans le symbolique. C'est quelque chose qui est donc une conséquence de ces deux composants qui sont le trauma et l'incorporation. L'incorporation, maintenant je vous dis, il en parle dans Radiophonie, question 2. Bon, il en parle 3 fois dans le séminaire, il emploie de mots d'autres fois dans les écrits. Dans le séminaire, il en parle en relation d'objet, l'éthique et problèmes cruciaux. Il va prendre l'histoire de l'incorporation, il va partir de l'incorporation orale phallique, dans relation d'objet. Ce qui va le conduire ensuite à poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Sans le dire comme ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'on mange dans l'éthique? L'incorporation orale. Qu'est-ce qu'on mange? Et là, il va introduire la notion du livre, manger le livre, ici, de la Bible. Manger le signifiant, le phallus comme signifiant. Et puis, dans Problèmes cruciaux, il va conclure de cette manière-là, qu'il s'agit bien de manger la lettre et le signifiant, c'est-à-dire le phonème. Et il va écrire le texte principe sur l'incorporation dans la question 2 de Radiophonie. Donc, je vous renvoie, si vous voulez avoir une vue, disons, assez serrée de ce dont parle Lacan, voilà, vous pouvez le lire dans Radiophonie. Il dit dans la deuxième, juste un peu avant, il dit l'autre chose, mais je vais pas m'étendre là-dessus, sur la lettre et la présence de la lettre, la réalité de la lettre dans le monde, que les formules mathématiques, elles habitent le monde. Donc c'est déjà assez intéressant. Bon, ça modifie tout à fait la notion qu'on peut se faire de ce qu'on va découvrir avec les nœuds, justement. Et alors, donc, le nœud, ça commence avec cette histoire de narcissisme. C'est une tension subjective entre une position du sujet qui est intrinsèque et une position extrinsèque. Dans le champ scopique, pour le miroir, mais c'est vrai aussi pour la voix. Seulement, les oreilles ne se ferment pas, alors on n'est pas tout à fait dans la même. Et cette différence dans la même situation dans le champ scopique, mais la voix, c'est exactement la même chose que le regard. Ça veut dire que c'est des choses où il est question de cette différence à propos de l'objet. Cette différence du phonème, cette différence du nœud, cette différence narcissique, Freud va la découvrir sous le nom de la répétition, ce qui fait que personne ne dit bien ce qu'on a traduit par au-delà, de l'autre côté du principe du plaisir. Et il s'agit, dans la répétition, pour Freud, de s'apercevoir effectivement tout à coup que dans les rêves, le désir, c'est la relation le désir, c'est réalisé dans un rêve, le rêve, c'est la réalisation d'un désir, mais c'est pas le plaisir. Il y a le plaisir qui gouverne le processus primaire, mais le rêve, il peut même le contredire. La preuve, c'est qu'il y a des cauchemars. C'est ce que se croit Popper, se croit autorisé à opposer dans les annexes de son ouvrage sur la logique de la recherche scientifique, de ce qu'il appelle, ça s'appelle comment? C'est publié dans un volume à part, par le même éditeur, ça s'appelle Postscriptum. Et là, il fait toute une partie des Postscriptums, c'est consacré à la destruction de Freud, qui serait soi-disant vérificationniste, que ce ne serait pas que Freud ne pratiquerait pas l'invalidation de cette théorie que Popper propose que ça se fasse en science, la falsification, alors que justement Freud il cherche à falsifier sa théorie du rêve. Il s'aperçoit qu'il y a un problème avec les cauchemars. Mais il est entraîné dans cette logique que nous allons découvrir avec les nœuds logiques, il est entraîné dans une logique, Freud, qui fait qu'il est incorrigible. Au lieu de se soumettre aux critères de la logique classique, il va entrer et recourir à la logique qui est celle qui se découvre dans les rêves.
c'est-à-dire cette logique modifiée, cette logique déformée. Et du coup, plus il avance dans la critique de sa propre théorie des rêves, plus il redécouvre avec encore plus de force que le désir et la jouissance, c'est pas le plaisir, c'est à la fois attractif pour essayer de créer une détente, mais c'est en même temps répulsif. C'est-à-dire que le désir, c'est vraiment ce qu'on trouve décomposé dans le spectre des structures freudiennes de la clinique entre phobie et perversion. On peut dire que la langue qui est tombée sur le corps et dans le corps va diffracter les fonctions organiques, là, les tribes, transposer tout l'érotisme, qu'il soit anal, oral, scopique ou convocant. J'évite d'employer le mot pulsion parce que ça fait penser à compulsion. Il ne s'agit pas de compulsion, il ne s'agit pas de pulsion. Bon, je suis bien d'accord que Freud parle d'une poussée, mais dans les 4 termes de la pulsion. Mais il ne faut pas penser que pulsion, c'est pas une compulsion, c'est tribe, Lacan propose de traduire ça par drive, c'est déviation, voilà. Toutes les fonctions sont déviées, sont modifiées, c'est ce qu'on va voir avec les deux logiques. Et cette déviation, ben justement, elle permet de dévier les fonctions organiques qui deviennent justement, des lieux d'amour, liés à l'inconditionnel de la demande, mais tout ça à cause du désir et de la condition absolue du désir qui est tout à fait différente de l'inconditionnel de l'amour. L'amour, c'est plutôt capricieux et ça ne marche jamais, alors que le désir, c'est pire, c'est la tragédie. Le désir, c'est quoi? C'est l'échec et la suppléance. On arrive à un peu de satisfaction dans l'échec, c'est meilleur que toutes les satisfactions faciles qu'on chercherait à trouver dans l'amour, qui est plutôt narcissique et qui va échouer aussi. Parce que justement, le problème se pose de comment composer les deux points de vue, intrinsèque et extrinsèque. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud logique? Un nœud logique, c'est un plongement de la logique classique que j'écris comme ça. C'est le nœud logique le plus simple, c'est 0,1. On va appeler ça le nœud trivial. Le nœud trivial, c'est 0,1, mais avec toute l'algèbre linéaire qui est booléenne et qui se développe à partir de ce 0 et ce 1. Mais les deux termes, les deux constantes, c'est 0,1. Donc c'est l'algèbre, c'est l'algèbre de Z2. Le Z, c'est les deux classes d'équivalence des nombres pairs et des nombres impairs. On appelle Z2, c'est modulo 2. C'est Z2 qui est égal à l'ensemble 0,1 muni d'une addition et d'une multiplication. Et ça, c'est une algèbre de Boole. C'est même un corps de Boole. C'est le seul corps de Boole. Les corps, ensuite, si on prend les puissances de Z2, on va avoir des algèbres de Boole et pas des corps. Et René Guittard a montré qu'en faisant des extensions du corps de Boole, de celui-là, on obtenait des corps de Galois qui sont liés aux algèbres de Boole. Ce qui fait que c'est un très beau résultat. Il crée un lien Guittard entre Boole et Galois. Bon, on ne va pas parler de ça, mais c'est quand même assez élégant à notre époque de voir que les deux grands algébristes du XIXe siècle se trouvent comme ça, dans une correspondance. Et c'est assez satisfaisant, disons, pour le lecteur de découvrir qu'il y a un lien entre la logique, l'algèbre de la logique, l'algèbre de Boole et les corps de Galois des caractéristiques 2. Ce qui fait que ça va pouvoir s'étendre dans ce qu'on va appeler les nœuds logiques non triviaux. Si je prends maintenant deux valeurs dans une algèbre de Boole qui n'est pas triviale, c'est-à-dire que je prends, voilà, ici je vais avoir un nœud logique. Ça, c'est le rond de ficelle, pour que vous arriviez à suivre le raisonnement. Dans les nœuds topologiques, ici, vous avez le nœud trivial, c'est un rond déformable, ça c'est trivial.
le nœud trivial. Et vous avez, hein, donc là aussi c'est au pluriel, il y a des nœuds topologiques. Hein. Le nœud trivial, et vous pouvez avoir un nœud comme ça, déformé. Je choisis celui-là. Ça commence avec le nœud trèfle. Celui-là, c'est un nœud à 6 croisements, mais ça commence avec celui-là. Et ça, ce sont des nœuds non triviaux, ce sont des nœuds propres, des nœuds d'un seul fil. Voilà. Donc ça, c'est le nœud trivial, c'est le nœud 0. Bon. Alors ici, vous avez UV pour les nœuds logiques. Vous avez des nœuds logiques, ça peut être n'importe lequel avec n'importe quel UV. Il faut se placer dans une algèbre de boules qui est plus grande, qui s'appelle Z2 puissance n, et qui est égale à l'ensemble 0,1 à la puissance n, ça veut dire que c'est un espace de dimension n, avec les deux mêmes lois, plus et multiplié. Mais caractérisé par U et V. Et c'est ça qu'on va commencer à étudier. Comment créer ce plongement que j'appelle psi, indice UV. Comment balancer la logique classique avec tout ce qui suit, et qu'on va regarder, hein, en particulier le fait qu'on y trouve l'aliénation comme étant une condition nécessaire de la logique classique, l'aliénation au sens où Lacan l'a défini, et tout ceci qui se trouve ici doit se trouver développé là. Mais comment on passe de l'un à l'autre par une fonction que j'appelle psi. Psi indice UV. Il y a une fonction, il y a un plongement pour chaque nœud logique. Comme ici, il y a un plongement, hein, qu'on peut appeler N, pour chaque nœud, N indice X, pour chaque nœud qui va du cercle S1 à ces objets-là qui sont noués. On peut appeler les NX, les nœuds topologiques. Bon. Il s'agit de déformation. Alors, la formule de la déformation est très simple à écrire. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Elle est très simple à écrire. La fonction psi. Alors, je vais commencer à vous parler un peu de cette fonction psi en vous donnant un exemple. On va prendre, pour exemple, pour que vous pigiez un peu ce que c'est que le nœud logique, on va prendre ceci. On va prendre deux fonctions unaires, l'affirmation et la négation classique, en logique classique. Hein? Le nœud trivial, ici, ça s'appelle la logique classique, au sens de Tarski. Et c'est plongé dans la logique modifiée, mais dans la logique modifiée, c'est un agrégat de nœuds logiques. Logique modifiée. Vous voyez ? La logique est modifiée en tant qu'elle est étendue à des dimensions plus grandes. La logique classique s'est réduite seulement à 0,1. Et du fait qu'on augmente la logique dans la logique modifiée, on peut choisir des duplicates de la... Je vais les dessiner ici, des duplicates de la logique classique dont je vais vous montrer la structure intrinsèque. Voilà. Ici, comment on fait pour faire un diagramme de Verwen? Ici, le cadre, là, c'est le nombre 1. Ici, on a la lettre P qui est attachée à ce cercle. D'accord? Et quand on veut faire le diagramme de P, on raye ce qui est en dehors de P. Ça, c'est le diagramme de P. Donc, les hachures, c'est 0. C'est-à-dire, les hachures, c'est faux et le 1, c'est vrai. Et
qu'est-ce qui reste du P quand on écrit P, on ne garde que ce qui est à l'intérieur du cercle P. Pourquoi? Parce que la coordination en question, là, je suis en train de vous parler de logique de la coordination, je suis en train de vous parler de P, de non-P, on va parler de P ou Q, de P inter-Q, de P et Q, de P implique Q. Tous les connecteurs logiques, ils sont définis par une table de vérité, mais cette table de vérité, elle donne lieu à ce genre de dessin. C'est-à-dire pour non-P, on va assurer au contraire que c'est à l'intérieur de P. Donc ça, c'est jamais que la version graphique, les diagrammes de Verben, du fait que si je prends une P qui peut être 0 ou 1, je mets un double trait ici, faites bien attention que je mets un double trait ici, parce que là, vous allez piger l'intérêt de la logique modifiée. Regardez, si je veux écrire P, ici, c'est 0, 1. Si je veux écrire non P ici, c'est 1 et 0. Quand P est faux, non P est vrai. Quand P est vrai, non P est faux. Mais quand P est faux, P est faux. Et quand P est vrai, P est vrai aussi. Ça veut dire que l'affirmation, c'est la même chose que P. Mais ça, c'est la table de vérité. Les tables de vérité, vous savez, elles ont été introduites en 1921 par Post. C'est-à-dire que Post, c'est lui qui a montré que la syntaxe du système d'écriture de cette logique classique, des connecteurs logiques découverts par Frege, c'est découvert par Frege dans les recherches logiques, et c'est développé ensuite. Et comme Russell va adopter le point de vue de Frege en parlant des fonctions propositionnelles pour les concepts, Frege, il était très inquiet de cette question. Il a écrit 4 articles fameux, justement, à cause de cette inquiétude qu'il avait. Il se rendait bien compte que c'était un geste, un acte extrêmement important que d'appeler le concept fonction propositionnelle. Passer de quelque chose qu'on peut appeler concept, comme ça, même à la rigueur, on l'écrit comme ça, mais lui, il dit c'est une fonction. Le concept, bon, c'était le prédicat, c'est P de X aussi, si vous voulez. Prédicat. Vous trouvez ça, mais ça rentre lentement dans l'écriture contemporaine et occidentale, ça. Mais Frege, lui, il va parler de fonctions propositionnelles. Mais les fonctions et les concepts, nous sommes, la fonction propositionnelle, nous sommes là dans la notion du calcul des prédicats. Donc ici, vous avez le mot concept, le mot prédicat. Et si vous prenez la syllogistique d'Aristote, par exemple, vous voyez que dans la syllogistique d'Aristote, vous avez un concept prédicat et vous avez un concept sujet. Bon. Et bien tout ça, ça va être des fonctions propositionnelles pour Frege. Mais lui, il se rend compte que c'est un acte, et ça, Russell, il ne s'en rend pas compte, il l'adopte, il veut faire rendre hommage à Frege, parce que Frege, même s'il est un peu raide, c'est quand même un grand logicien. Et il a tout à fait la notion du risque complètement délirant, voire psychotique, qu'il y a à parler des fonctions propositionnelles à propos des concepts. D'ailleurs, c'est ce qui fait que dans tout le XXe siècle, on a continué à se bagarrer en philosophie contre la logique mathématique, en disant qu'il y avait 2 logiques. Vous avez qu'à voir, même ce que raconte Madame Claude Imbert, c'est complètement idiot. C'est très bien ce qu'elle dit sur l'histoire de la logique, mais pour ce qui est de la logique de Łukasiewicz, même si Łukasiewicz était très timide, très timoré, c'est un grand logicien. Son analyse, sa lecture de la syllogistique d'Aristote, qu'il a menée pendant 50 ans, c'est quelque chose de magnifique. C'était presque prêt à publier en 1905, il l'a publié en 1955. Et dans le cours du bouquin, il vous explique à un endroit qu'il s'est rendu compte qu'il se trompait. Et il a modifié son point de vue et son écriture au moment où il découvre ça. Je connais que René Guittard qui s'en soit aperçu en lisant tout le bouquin. Mais en plus, Łukasiewicz, il lit Aristote en grec, il fait des notes, il commente tout le texte de la syllogistique de l'organon en grec. C'est un truc formidable. Alors, pour nous, quel est le problème de l'enseignement de la logique? C'est que justement, les connecteurs logiques, qui depuis Łukasiewicz, voilà encore un défaut lié à Łukasiewicz, c'est un grand logicien, mais il est un peu timide. Alors il dit,
il veut absolument retrouver la logique grecque dans la logique moderne mathématisée. Hein, il a écrit un article qui s'appelle l'histoire du calcul, contribution à l'histoire du calcul propositionnel. Et là, vous remarquez que ce n'est pas des propositions, hein, c'est des concepts, des prédicats, concepts sujet. Bon. Hein, ce qui fait que l'énoncé catégorique universel, aujourd'hui, il s'écrit comme ça. Et quel que soit x, S de x implique P de x. Voilà, le concept sujet implique le concept prédicat. Prédicat, ça c'est l'énoncé A. On ne l'écrit jamais, parce que Boole, lui, il l'a écrit encore d'une autre manière, avec son arithmétique. Donc on va regarder ça. C'est pas immense comme problème, mais il faut être au courant des endroits où ça coince. Qu'est-ce qui coince? Il coince que Łukasz dit, voilà, il y a deux parties de la logique grecque, il y a deux parties de la logique moderne. Ces deux parties, ça s'appelle la syllogistique d'Aristote, dans l'Antiquité, et la dialectique des stoïciens, l'autre logique. Bon. Et il nous démontre, dans son article, Contribution à l'histoire du calcul des propositions, que le calcul, ce qu'il appelle le calcul des propositions, c'est la dialectique des stoïciens. Donc là, il parle des propositions, pas des concepts. Et les propositions, comme ici, je les ai écrites P. Mais moi, dans mon calcul, que je n'appelle pas calcul des propositions, moi je prends soin, justement, à cause de cette histoire de Łukasz, d'appeler ça calcul de la coordination. Donc vous voyez, ce que je vais faire là, avec plus et multiplié, c'est la coordination. La coordination, c'est quoi? C'est l'étude des connecteurs de coordination. Vous avez ça dans le Grévise, dans la grammaire du français, il vous envoie. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec des propositions dans la langue? On peut soit il y a la subordination, il y a la principale et la subordonnée, et puis soit il y a la coordination par des connecteurs, qui sont appelés des conjonctions de coordination. Et Grévise, il renvoie la coordination au logicien. Il dit, maintenant, si vous voulez étudier la coordination des propositions dans la langue, il faut faire de la logique. Par contre, la grammaire, elle traite de la subordination. Donc, vous voyez qu'à cet endroit-là, moi, j'insiste sur le fait de la coordination, parce que la coordination, c'est la coordination des propositions, dans ce qu'on appelle le calcul des propositions. Et c'est les coordinations qui nous intéressent, parce que ce calcul de la coordination, il est présent deux fois dans le calcul des prédicats. Réfléchissez, là, on rentre dans une structure narcissique, dans un nœud, dans quelque chose qui est intrinsèque et extrinsèque, qui est double et qui est un. C'est ça qui est intéressant, c'est dans l'écriture, là on est franchement plus dans l'écriture que dans la parole, hein. On est proche de la langue, mais on s'écarte de la langue parlée, on est dans la langue écrite. Hein. Et on est dans l'écriture, on est dans le système d'écriture. Qu'est-ce qui se passe avec les propositions et les concepts? Si vous faites le calcul des prédicats ici, vous voyez bien que quand vous écrivez quel que soit x, p de x, vous avez un concept quantifié, et ça c'est une proposition. Vous voyez, ça c'est une proposition. Et pour avoir une proposition au calcul des prédicats, si vous instanciez la variable du prédicat monadique ici, ça pourrait être polyadique, hein. On va voir l'importance des polyadiques et des monadiques en passant. Mais vous avez là P de A à la place de P de X. Ça aussi, c'est une proposition. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous raconter que, vous voyez bien que si vous dites ils sont bleus, vous ne savez pas si c'est vrai ou faux, c'est un concept. Les X sont bleus. Il marche et on ne sait pas qui c'est, ou il est bleu. Et si je dis le ciel est bleu, la mer est bleue, là, ça peut être vrai ou faux. Donc, quand j'instancie la variable d'un prédicat, concept, qu'il soit prédicat ou sujet, hein, le passage de concept à prédicat, cette substitution, ça se passe autour de Kant. Hein. C'est Kant qui va parler des prédicats et ne plus parler des concepts. Hein. Bon. Alors, le mot prédicat, maintenant, il a pris le dessus en logique mathématique. Toujours à cause de la tutelle philosophique. Hein. Vous voyez? Et on ne parle plus beaucoup du sujet. C'est Lacan qui va réintroduire le sujet dans cette affaire. Mais vous voyez que ici, si je sais qu'est-ce que c'est que x, P de A,
c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. Le ciel est bleu, c'est vrai, c'est une proposition. Mais si je dis X est bleu, alors je peux employer le pronom personnel dans la langue, ça sera une proposition quand même, mais vous voyez, la notion de fonction propositionnelle, de concept, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est un énoncé ouvert. Et quand on va le quantifier ou l'instancier, il va devenir clos, un énoncé clos, fermé. Et donc, dans le calcul, dans la logique des concepts, des prédicats, vous avez à la fois des concepts, des fonctions propositionnelles et des propositions. Puisqu'on peut transformer un prédicat ou un concept en proposition, de cette manière-là. Donc, vous avez deux régimes de la coordination. Vous avez la coordination des propositions et la coordination des concepts. Et c'est la même. Alors, vous voyez, ça crée une grande confusion chez les élèves et chez les étudiants, et même chez les gens plus âgés. On n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que je vous propose de changer le vocabulaire, de ne plus dire calcul des propositions bêtement, parce que quand on utilise calcul que des propositions, en fin de compte, on n'étudie que le calcul des conjonctions de coordination, c'est-à-dire des connecteurs de coordination en maths. Les connecteurs de coordination, ce sont des coordinations qui vont fonctionner dans le calcul des prédicats, aussi bien pour les concepts. Hein. Vous pouvez écrire non P de X, vous aurez tendance à le confondre avec le complémentaire ensembliste, et vous aurez tort. Hein. C'est la négation du concept P de X. Et vous pouvez écrire non, non, quel que soit X, P de X. Ben ça, c'est non P. Et ça, c'est non quelque chose qui n'est pas une proposition. Et alors on peut employer la même lettre, pourquoi pas? On peut l'appeler Q. La coordination, elle porte aussi bien sur les prédicats que sur les propositions dans le calcul des prédicats. Et vous remarquerez que si vous lisez la liste des clauses formatives des énoncés, il est indiqué qu'on peut former les énoncés grâce à la coordination, aussi bien des concepts que des propositions. Donc c'est indiqué dans le formulaire de construction du système d'écriture, hein, mais on n'en parle pas. On fait comme si ça allait de soi. Parce que les profs, ils disent c'est un peu long, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est un peu long, et donc on veut aller plus vite. Mais je pense que là, on commet une erreur, parce qu'on crée une difficulté inutile qui rend la logique, la pratique de ces deux composants de la logique classique. Je suis d'accord qu'il y a deux composants, calcul de la coordination et calcul des prédicats quantifiés au premier ordre. Il y a deux systèmes d'écriture, mais dans le système d'écriture de calcul des prédicats quantifiés au premier ordre, avec les compteurs, là on s'occupe des compteurs, mais on oublie de signaler qu'il y a une double fonction de la coordination des connecteurs de coordination. Et c'est justement ce qui nous intéresse le plus, nous, dans l'analyse, parce que justement, c'est bien la structure d'un langage, non du symbolique. Moi, je ne dis pas un langage, je dis un système d'écriture, parce que je reconnais que ce n'est pas du tout de la langue parlée. Hein. Écoutez, le symbolique donne lieu à la parole. Pour les sujets qui ne sont pas autistes, ils vont entrer là-dedans. Et puis après, ils vont apprendre à lire, et puis ils vont apprendre à écrire, ils vont inventer une écriture. Hein, comme le dit le roi Gourand ou Lacan, on ne peut pas imaginer un peuple qui invente une écriture sans savoir lire. Hein, le roi Gourand dit ça dans le geste et la parole. Lacan, il le dit dans la 3e leçon du séminaire d'identification. Comme toujours, là aussi, Lacan, il fait des grandes déclarations amusantes. Il dit nous avons fait une grande découverte la dernière fois. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait fait une grande découverte dans son auditoire. Mais lui, il s'est rendu compte, il n'arrivait pas à le dire, il s'en rend compte. C'est à propos du trait unaire. Quand il veut expliquer ce que c'est que le trait unaire et le coup des encoches dans l'os, hein, la fois suivante, il dit nous avons fait une grande découverte. Hein, il faut savoir lire pour inventer une écriture. Moi, je tiens que c'est quelque chose d'absolument innovant. Vous voyez, moi, je ne comprends pas que la psychanalyse qui est de Freud est fondée par Lacan, qui est le discours le plus innovant qu'on connaisse dans l'Occident christianisé. Écoutez, ce discours est disqualifié par tous les adeptes qui réduisent ça en peau de chagrin ou en serpillière. Donc, regardez ce que ça donne aujourd'hui, ça recommence, vous voyez.
on ne sait toujours pas entendre ce que font les paranoïaques quand ils veulent massacrer le symbolique dans le corps de leurs victimes. Vous avez Auschwitz, Hiroshima, ça ne sert à rien. Regardez, aujourd'hui, même les connards, là, ils sont même à aller jusqu'à massacrer les gens en les mettant en ligne sur Internet pour terroriser tout le monde, et en même temps, ils détruisent les musées et les sites archéologiques. C'est de la paranoïa. Le crime paranoïaque là, des sœurs Papin, vous voyez, qui fascinait Musil, qui fascinait Jean Genet, sur lequel Lacan a écrit, nous avons la réponse grâce à la psychanalyse. Nous savons qu'est-ce que c'est que ce crime des serial killers, qu'ils soient pédophiles ou pas pédophiles, que leurs victimes soient adultes, femmes, enfants, tout ce qu'on veut. Tout le monde est là en train de leur demander, l'avocat, le juge, la partie civile dans les tribunaux, on leur dit mais pourquoi tant de violence, hein? Et ils ne peuvent pas répondre. Ben, bien sûr ils ne peuvent pas répondre, parce que pour répondre, il faut lire Freud, Lacan, faire une analyse. Et d'ailleurs, c'est la seule manière d'arrêter ce massacre. Hein. L'autre manière, maintenant, c'est de les tuer tous. Mais on peut leur dire, c'est ce qui s'est passé avec les nazis, on les a gagnés militairement. Mais vous voyez, moi je ne crois pas que le procès de Nuremberg ait apporté la moindre éclairage à la question du pourquoi Auschwitz. Hein. Pourquoi cette violence et cette organisation hyper industrielle du meurtre paranoïaque de masse. Bon. Et ça commence, vous voyez, et moi je dis que c'est un crime politique parce que c'est favorisé par des discours démagogiques des gens de ceux qui disent que le langage ne sert à rien, que le symbolique ne sert à rien, qu'on va faire un monde avec uniquement la nature et les machines. Vous avez qu'à aller dans les couloirs de Roissy ou de Orly, regardez, vous baladez dans les passages qui vous conduisent à l'avion, vous avez les publicités HSBC, il y a un panneau, il dit ça, il vous décide une guêpe et puis un ordinateur portable. Et ils disent la nature et l'informatique collaborent pour l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a nous, comme sujet du langage, du symbolique, n'est-ce pas? Et nous sommes les seuls à inventer des nouvelles machines. Trouvez-moi un animal de la nature qui invente une nouvelle machine. Ça n'existe pas. Bon. Nous, mais seulement le problème, c'est qu'on veut faire disparaître ça. C'est du Frankenstein. Vous voyez, on est dans une civilisation Frankenstein et on a des espèces de pauvres gens qui ont subi cet impérialisme, mais qui sont des criminels, qui deviennent des criminels paranoïaques. C'est nous qui produisons cette criminalité paranoïaque. Tout ça on pinaille sur le traitement des autistes, l'AS, qui dit ouais, c'est pas scientifique, il faudrait que ceci ou cela. Non, mais nous sommes dans une situation idéologique calamiteuse, vous voyez. Bon. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à cette question sérieusement. Qu'est-ce que c'est que lire? Le paranoïaque, la forclusion, elle porte sur la lecture. Puisque l'autiste ne rentre pas dans la parole au moment du trauma, le paranoïaque, lui, ne rentre pas dans la lisibilité au moment de l'incorporation. Au moment où Lacan nous dit dans Radiophonie, le corps du symbolique qui rentre dans le corps naïf, par les oreilles, c'est aussi l'importance du signifiant, mais ne vous y trompez pas, hein, Lacan ajoute qu'il y a une fonction des incorporels qui font que le langage tient au corps. Il l'écrit explicitement, le langage tient au corps par les incorporels. Qu'est-ce que c'est les incorporels? C'est le principe